Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un philosophe, un homme qui n'a pas pour habitude de rester derrière un bureau pour contempler le monde. Lui, il va sur le terrain pour constater la réalité, mais surtout la cruauté des hommes. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. L'Ukraine au cœur, c'est le titre du film documentaire que vous avez réalisé, que France 2 diffuse ce mardi 14 novembre en première partie de soirée. C'est une immersion remarquable au sein des forces ukrainiennes qui se battent sur le front Est contre l'armée russe. Nous avons eu le privilège de visionner ce documentaire avec Sarah, dont on va parler bien évidemment longuement dans cette interview. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur cette grande marche contre l'antisémitisme qui s'est déroulée hier dans les rues de Paris. La première question que je voulais vous poser, que retiendrez-vous de cette grande manifestation ? L'unité du peuple français et un grand moment de soulagement et de consolation pour les Juifs français qui se sont sentis si souvent seuls dans les dernières années, depuis l'assassinat atroce de Ilan Halimi, la mort, le meurtre impuni de Sarah Halimi, d'autres épisodes. Et là, je voyais des Juifs qui pleuraient d'émotion hier. Voilà. Alors, le député LFI Antoine Léaumont affirme sur son compte X que de nombreux propos islamophobes ont été scandés lors de cette marche. Il n'y était pas, il faut le préciser. Vous y étiez, Bernard-Henri Lévy. Est-ce que vous avez entendu ce genre de slogan dans cette marche ? Non, moi j'y étais et je ne les ai pas entendus. C'est encore une infamie de la France insoumise, là, d'un responsable de la France insoumise. Une infamie de plus, mais ils n'en sont pas avares ces temps-ci. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même, quant à lui, estime que cette marche aura servi, je le cite, à blanchir les extrêmes droites. Vous avez le sentiment d'avoir participé à une telle opération, Bernard-Henri Lévy ? Je ne suis même pas sûr d'avoir envie de commenter ça. C'est tellement dégueulasse. C'est tellement insultant pour ceux qui étaient là. Et c'est tellement cruel pour ceux dont je viens de vous parler et qui se sont sentis réconfortés par ce sursaut républicain. C'est ignoble. Voilà. Quand un homme politique dit cela, il se déshonore. Il perd les pédales, il devient fou, mais c'est trop facile de dire ça. Il se déshonore. Voilà. Jean-Luc Mélenchon est déshonoré depuis sa série de déclarations qui ont fait suite au pogrom du 7 octobre. Et ce qui a été remarqué aussi, c'est l'absence d'Emmanuel Macron lors de cette marche. Est-ce que vous l'avez regretté, la présence du chef de l'État ? Oui, j'aurais aimé qu'il vînt, bien sûr, comme François Mitterrand jadis, après Carpentras, comme ou François Hollande en 2015. Hollande en 2015, bien sûr. Les attentats. Ça aurait été bien qu'il vienne. Enfin, voilà, il n'est pas venu. Eh bien, on va continuer cet entretien, Bernard-Henri Lévy, tout de suite. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, on commence ces news médias avec vous, Bernard-Henri Lévy, puisque vous faites l'actualité depuis vendredi et votre passage dans l'émission C'est à vous sur France. Vous étiez invité chez Anne-Elisabeth Lemoine vendredi soir. Vous avez été interrogé évidemment sur la marche contre l'antisémitisme et la présence du Rassemblement national. Et vous avez qualifié Jordan Bardella d'antisémite après ses positions polémiques sur Jean-Marie Le Pen. Ça n'a pas plu évidemment à l'intéressé qui a annoncé quelques heures après cet avou sur son compte X qu'il comptait porter plainte contre vous pour diffamation. Bernard-Henri Lévy est d'une indécence malhonnête. Voilà ce qu'il a écrit sur X. Alors, est-ce que vous regrettez vos propos ? C'est la question qu'on voulait vous poser aujourd'hui. Bien entendu, non. Et ce serait bien qu'il porte plainte. On pourrait traiter la question sur le fond. Voilà, sur le fond. Parce que être antisémite ou ne pas être antisémite, c'est pas juste une déclaration qu'on fait au pied levé ou une décision qu'on prend un beau matin. C'est bien d'avoir marché hier. Mais quand on vient de cette tradition-là, c'est un vrai travail de rompre avec l'antisémitisme. Ça veut dire, par exemple, qu'on cesse de considérer que le port de la kippa est un signe religieux ostentatoire comme le voile islamique, ce qui est la position de
celle qui l'a précédée à la présidence du Front National, du Rassemblement National. Marine Le Pen, absolument. Marine Le Pen. Ça veut dire qu'on a le réflexe de dire que les jeux de mots de celui d'avant, Jean-Marie Le Pen, sur du raffactionnatoire, le point de détail, que tout ça étaient des propos infects, il faut le dire clairement. Donc voilà, et puis il y a d'autres choses. Donc oui, que ce procès vienne, ça permettra de réfléchir à tout cela en profondeur. Mais aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, l'antisémitisme, il se trouve plutôt dans le Rassemblement national de Jordan Bardella ou bien dans la gauche de Jean-Luc Mélenchon? Dans la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'est déplacé, oui. Oui, incontestablement, bien sûr. Mais ça, ce déplacement-là, je l'ai analysé, je crois, parmi les premiers depuis des années et des années. Le retour de l'antisémitisme de gauche. D'abord, il y a 40 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait « L'idéologie française » et qui expliquait que l'antisémitisme, il était autant à gauche qu'à droite. Il était autant dans le mouvement ouvrier, chez les émules de Jules Guesde, qu'à l'extrême droite, chez les émules de Charles Maurras. Et puis, il y a 30 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La pureté dangereuse », où j'ai inventé le mot, je crois, de fascislamisme. Je suis le premier à l'avoir proposé, ce mot-là, fascislamisme, pureté dangereuse 94, et où en effet j'ai pointé ce déplacement-là. Mais moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas un antisémitisme que je préfère à l'autre ou que je condamne moins que l'autre. C'est une passion haïssable d'où qu'elle vienne. Et bien sûr qu'aujourd'hui, elle vient de l'extrême gauche, en grande partie. C'est vrai. Allez, on poursuit ces news médias, on les termine même, Sarah, avec le succès d'une série documentaire événement sur Netflix. Bah oui, c'est la série dont tout le monde parle depuis vendredi, l'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde, numéro 1 de la plateforme Netflix depuis sa sortie. C'est un film qu'on vous recommande, un film documentaire divisé en 3 parties, c'est digne d'une très bonne série entre Downton Abbey et Succession. Et après le format documentaire, l'affaire pourrait bientôt être adaptée en fiction. C'est Vanity Fair qui l'annonce, un film réalisé par le journaliste et cinéaste Thierry Cliffat, est en préparation. Vous l'avez regardé, cette série documentaire, Bernard-Henri Lévy? Votre femme témoigne dedans, dans cette série documentaire. Oui, j'ai compris Ariel ça. Dombal, oui. Mais je ne l'ai pas vue. Bon, écoutez, on vous la recommande en tout cas, puisqu'apparemment elle est formidable. Je ne l'ai pas vue non plus, donc vous voyez, je ne vous jetterai pas la pierre. Allez, on poursuit cet entretien avec Bernard-Henri Lévy et ce fabuleux documentaire qui s'appelle « L'Ukraine au cœur », ce sera sur France 2. Et c'est diffusé ce mardi 14 novembre. C'est un film que vous avez réalisé à l'été dernier, au cours duquel vous avez intégré les forces ukrainiennes qui se battent sur le front Est contre les hommes de Vladimir Poutine. Et ce qui est frappant quand on regarde ce film, Bernard-Henri Lévy, c'est que vous êtes en totale communion avec les militaires ukrainiens. C'est-à-dire que vous les suivez sur le terrain, vous avez chanté avec eux. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre âme est ukrainienne ? Non, mon âme est française. D'accord. Mais comme je suis de ceux qui pensent que la France est grande, vous savez, le fameux mot de Malraux, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes. Oui. Voilà. Donc, je me sens français, mais en fraternité avec ces combattants ukrainiens qui se battent pour les mêmes valeurs que moi, que nous, qui se battent pour protéger... l'Europe, dont ils se sentent partie prenante contre la volonté de déstabilisation de la Russie poutinienne. Donc je me sens en fraternité avec eux. Et au moment où vous tournez ce film, quelle est la situation là-bas en Ukraine ? C'est le tout début de la contre-offensive. Nous arrivons avec mon co-réalisateur, le photographe de guerre Marc Roussel. Nous arrivons vers le 15 juin, c'est-à-dire juste après que le Poutine ait fait sauter le barrage de Kherson. Et inondations monstrueuses, déluge de boue, écocides, herbicides, etc. Et c'est le moment aussi où les Ukrainiens lancent leur deuxième contre-offensive. 6 mois après la première. 6 mois après la première, que nous avions déjà suivi pour un film précédent. Vous y étiez qui a été diffusé, lui, sur Canal+, en août dernier. Là, il y a quelques mois. Donc, on arrive à ce moment-là et on décide, autant que faire se peut, de suivre sur le terrain, en première ligne, si on le peut, dans les tranchées, si on nous y accepte,
les soldats ukrainiens. Et c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont acceptés, ils nous ont fait l'honneur de nous considérer pendant quelques mois. Comment vous avez fait? Parce que c'est rare de s'infiltrer comme ça auprès des soldats ukrainiens. Je crois que vous êtes l'un des seuls en France. Je n'ai rien fait de particulier. Je crois que c'est eux qui m'ont fait confiance. Voilà. Probablement depuis l'administration présidentielle jusqu'au commandant de terrain, il y avait cette idée qu'il y avait là un Français qui n'est pas tout à fait un reporter. Moi, je suis pas... Marc Roussel est reporter, moi je suis un écrivain. Un Français, ami de l'Ukraine, engagé avec tout son cœur à leur côté, en qui ils pouvaient avoir confiance, qui n'allait pas, par parenthèse, diffuser la news le soir même, parce que c'est ça aussi le problème, bien sûr. De faire fuiter des informations. De faire fuiter des informations stratégiquement essentielles. Donc ils avaient la garantie, la certitude que les images que je prenais, elles seraient montrées plusieurs mois plus tard. Et puis tout ça, et puis je sais pas, il y a même eu des moments assez émouvants. Il y a un jour où j'ai été bloqué tout près de Bakhmout, à un checkpoint ukrainien, qui n'ont pas voulu me laisser aller plus loin. Et puis là, il y avait un commandant qui s'est approché, je parlementais, et puis qui a vaguement, très très vaguement reconnu une silhouette qu'il avait dû entrevoir sur le Maïdan en 2014, c'est-à-dire moi, c'était vous, qui m'était adressé à la foule du Maïdan. Et voilà. Donc ce commandant-là, par exemple, un Français, capable en février 2014, avec Galia Ackerman, de venir sur la tribune du Maïdan et de dire au peuple ukrainien mon soutien, cet homme-là, ce commandant-là, lui faisait confiance et il a dit écoutez, allez-y, venez. Et on a passé 8 jours sur cette position qui était près de Klishivka, qui était une des zones de combat les plus dures. Et on a tourné des images, je crois, en effet, assez uniques, quoi. En tout cas, très, très rares. Oui. Mais en tout cas, il y a 2 moments émouvants, à mon sens, dans votre film. Vous parliez de moments émouvants. C'est lorsque vous filmez cette dame d'un certain âge dont la maison a été complètement bombardée et qui vous confie qu'elle entretient un potager pour se nourrir. Et il y a aussi ce moment où vous allez, je crois que c'est du côté de Boutcha, où vous accompagnez des enfants qui vous relatent la situation sur place, le fait de dormir dans des souterrains avec des personnes qui, à première vue, dormaient, mais qui en réalité se sont éteintes. Voilà. Ça, c'est dur quand même à entendre. C'est des petites filles. Elles ont 16 ans, 17 ans. Elles ont l'âge de ma petite fille. Elles sont infiniment gracieuses, intelligentes. C'est des bonnes élèves. Et puis un jour, elles ont vu débarquer des barbares dans leur école, occuper l'école, les parquer dans les caves avec leur maman et leur grand-maman à côté d'elles, qui parfois, en effet, mouraient de suffocation. Et comme elles étaient toutes dans le noir et que les corps étaient... Il y avait 377 personnes pour un espace très restreint, donc les uns contre les autres. Elles s'apercevaient que leur maman était morte quand j'ose à peine le dire, mais quand le corps commençait à sentir. Voilà. Donc il y a ça dans le film, en effet. Et l'autre passage, qui en effet, que vous évoquez, est beau. C'est cette vieille dame qui survit en faisant pousser un potager. Alors ça, on ne voit pas très bien à l'image. Oui, mais ce qu'on ne voit pas très bien, c'est que le potager, il pousse sur le trottoir. C'est-à-dire qu'elle a mis de la terre sur son trottoir, et c'est sur le trottoir que poussent ses concombres, ses tomates. Et voilà. Alors vous avez filmé aussi une multitude de drones, outil incontournable dans cette guerre, et vous l'expliquez très bien, mais surtout vous avez entendu à au moins 2 reprises le sifflement des obus qui se sont échoués non loin de vous. Je vous propose de découvrir cet extrait, on en reparle juste après. When was the last shot on you? Yeah. Виход. Тихо, тихо, тихо. Уходим отсюда! Уходим, пацаны! Eh oui, colonel Voloshin, on se casse. Et oui, et puis après, on se rendra compte que les bombes continueront de pleuvoir quelques instants plus tard. Elles vous visaient directement, enfin, pas vous, Bernard-Henri Lévy, mais en tout cas, les personnes qui se trouvaient autour de vous. La position, oui. Elle visait la position sur laquelle nous étions, parce que c'est comme ça. Les tirs sont rarement tirés à l'aveugle. Oui. Les tirs russes, ils ciblent souvent des positions civiles, exprès, des pizzerias, des maternités, etc. Et puis souvent des positions militaires. Donc celle-ci était une des positions exposées du front ukrainien, c'est une position d'attaque,
Et en effet, il y a eu ce jour-là volonté de la part des Russes en face, qui étaient à 2 kilomètres, de détruire la position. Et en effet, je me suis trouvé là au mauvais moment. Pas loin, Et quand vous entendez le sifflement des obus, vous avez peur? On n'a pas le temps d'avoir peur à cet instant-là. Ça va si vite que je ne dirais pas que c'est la peur. Non, il y a un instinct animal qui fait que l'on se protège. Et non, on a peur après, peut-être, rétrospectivement. Et là, on se dit, j'ai frôlé la mort. Enfin, peut-être ça aurait On pu se dit, être oui, plus grave. qu'est-ce que je suis venu faire là? Qu'est-ce que je faisais dans cette galère? On dit un peu ça, rétrospectivement. Mais enfin, en même temps, je sais tellement que c'est important. Je sais tellement que la qualité du témoignage que je vais rapporter dépend de ça. Je sais tellement qu'il est important que demain, à France 2, il y ait 1 million de personnes qui voient ce film, que la peur, je la mets au second plan. Mais c'est vrai que... Et mes camarades aussi, parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a Roussel, il y a mon caméraman. Voilà, on était plusieurs. Mais malgré tout, c'est vrai que vous prenez des risques. On peut critiquer ce qu'on veut dans ce film. En attendant, vous êtes allé sur le terrain, vous avez entendu le sifflement des obus. Est-ce que vous avez un rapport à la mort qui est assez singulier? Est-ce que vous aimez tutoyer la mort aussi, Bernard-Henri Lévy? Non, je n'aime pas tutoyer. Non, je n'aime pas tutoyer la mort. Non, non. Il n'y a pas un goût du risque chez vous? Si, il y a évidemment un goût du risque. Il y a l'idée que la vie est parfois encore plus douce et encore plus excitante quand on a frôlé un épisode de ce genre et qu'on s'en est sorti, bien sûr, et il y en a beaucoup dans le film. Mais c'est pas tellement ça. Je suis pas une tête brûlée, je suis pas un trompe-la-mort et je suis pas inconscient. Non, ça dépend ce qu'on veut. Moi, je voulais montrer vraiment cette guerre. Je voulais rapporter des images qu'on n'a pas vues sur les chaînes d'information. Je voulais rapporter le portrait d'une guerre pas montée, pas hollywoodisée, pas idéalisée. La vraie guerre. Voilà. Je voulais montrer ça, parce que je pense que c'est quand on montre la vérité qu'on émeut les gens, qu'on parle à leur conscience et qu'on parle à leur cœur. Et bien pour ça, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut ce qu'il faut. Et il fallait, en effet, passer du temps avec ces combattants ukrainiens, dont j'ajoute, parce que ça c'est la suite de l'extrait que vous venez de montrer là, mon vrai sentiment après ça, c'est pas tellement la peur, c'est la culpabilité de me casser, comme dit le colonel Voloshin, alors qu'eux, ils vont rester. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un sentiment que j'ai depuis ma jeunesse, depuis mes premiers reportages en zone de risque. C'est le paradoxe du reporter, quoi. Il prend un risque, et puis il rentre à Paris. Et d'ailleurs, quand vous rentrez à Paris, vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis dans un mauvais état. Je suis dans un mauvais état. J'ai toujours besoin, d'ailleurs, d'un petit sas de décompression. Après chacun de mes tournages, et là, ce tournage, il a été fait entre le 10 juin et le 10 septembre, avec un retour à Paris. Quand je suis rentré, j'ai passé quelques jours sans sortir de chez moi, en dormant moyennement bien, en ayant des images qui reviennent. Pas ruminées, en étant un peu des images qui vous hanté. Hantent. Voilà, c'est plutôt hanté, en étant hanté par des choses qu'un homme ou une femme ne devrait pas avoir. On ne devrait pas voir ça. Voilà. Mais il faut le voir. Alors on sait que dans une guerre, il n'y a pas toujours les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Bien évidemment, la réalité est toujours un peu plus contrastée que ça. Or, dans ce film, c'est vrai que vous présentez les soldats ukrainiens comme des héros. D'ailleurs, vous les qualifiez comme tels à plusieurs reprises, alors même que certains d'entre eux ont été accusés par le passé d'exactions contre des soldats russes. Est-ce que vous assumez cette partialité, Bernard-Henri Lévy ? Exactions contre les soldats russes, j'en ai pas rencontré. Vous n'en avez pas rencontré. De soldats ukrainiens accusés d'exactions, j'en ai pas rencontré, et je crois pas qu'il y en ait beaucoup, honnêtement. Même s'il y a eu des bavures, peut-être ici ou là, j'en ai pas connaissance. Non, c'est des héros. C'est quoi un héros ? C'est un homme ordinaire qui est soudain saisi par un instant et par une sorte de grâce, et qui devient plus grand que lui-même. On a connu ça en France, à certains moments de notre histoire.
En 1940, les hommes et les femmes qui suivent le général de Gaulle, ceux qui suivent Jean Moulin, les FFI, les FTP, c'est des héros. Ils prennent le risque de mourir parce qu'ils préfèrent, ils ne veulent pas mourir, mais ils préfèrent le risque de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Voilà. C'est des héros. En Ukraine, c'est assez incroyable et c'était assez inattendu. Cette Ukraine qu'on prenait pour un pays matérialiste, l'un des plus corrompus d'Europe, etc., il se révèle d'une vaillance incroyable. Contre la deuxième plus grande armée du monde. Contre la deuxième plus grande armée du monde. Et ça, moi, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, au fond. C'est ce que j'ai trouvé chez le commandant Massoud en Afghanistan. C'est ce que j'ai trouvé chez les soldats de Tzal en Israël. C'est ce que j'ai trouvé chez les Bosniaques à l'époque de la guerre de Sarajevo. Oui. Voilà. Les héros, ceux qui ne se résignent pas à être des esclaves et qui renouent avec des grands modèles, des grands exemples pour s'insurger contre le mal, contre l'horreur. Ça me fait... c'est un vieux romantisme en moi, probablement. Ça me fait vibrer et j'ai envie d'accompagner et de montrer cela. Et dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, ces combattants ukrainiens? Est-ce qu'ils sont usés, peut-être certains découragés, ou au contraire... Lisons je lis ça beaucoup, en effet, chez vos confrères, et je l'entends. Moi, c'est pas ce que j'ai vu, honnêtement. Et je ne crois pas être partial en le disant. Alors, mon tournage s'est arrêté à la mi-septembre, donc peut-être que... Oui, ça a pu changer depuis. Oui, mais j'en doute. Honnêtement, je doute que la situation ait changé du 15 septembre au 15 novembre à ce point-là. Non, j'ai trouvé au contraire un peuple... évidemment brisé par moments, avec des mutilés, des amputés, des familles cassées, des morts. On ne peut pas rencontrer un Ukrainien qui naît dans son proche entourage une tragédie, mais d'une vaillance incroyable, d'une résilience ahurissante et d'une confiance dans l'avenir inentamée. Et ça, vous savez, l'espérance, malgré le deuil et les cendres, c'est une des choses les plus tristes, les plus belles et les plus admirables qui soient. Quand l'espérance survit en dépit de tout. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai vécu. Il y a cette scène dans le film où on voit ces petits-enfants d'une école maternelle qui font leur rentrée des classes le jour d'une alerte aérienne. Alors, comme leurs professeurs ne veulent pas leur faire... donc ils descendent, le premier jour de la rentrée scolaire. Ils sont dans leur petite classe de maternelle, l'alerte aérienne retentit, on les emmène dans la cave, mais pour ne pas leur faire peur, il y a une marelle dans la cour qui mène de la classe à la cave, et on fait comme s'ils jouaient à la marelle. Voilà, pour ne pas les traumatiser trop, pour ne pas leur montrer l'horreur. Ça c'est des scènes ça fait partie des scènes. Alors après, quand je rentre... Vous y repensez. J'y repense, oui. Vendredi dernier, Bernard-Henri Lévy, nous recevions à votre place Stéphane Alix, qui a sorti un livre récemment qui s'intitule « La mort n'existe pas ». Il avait une question pour vous, je vous propose de la découvrir. Bonjour Bernard-Henri, on s'est croisés il y a pas mal d'années de ça en Afghanistan sur un terrain de conflit. J'ai une question peut-être un peu particulière à vous poser aujourd'hui. Pour avoir vécu des moments sans doute de grande tension, des moments où votre carapace cognitive a dû être un peu ébranlée, est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'avoir une expérience extraordinaire, d'avoir quelque chose que vous n'avez pas expliqué, que vous n'avez pas compris, mais qui pourtant vous a impacté parce que ça vous est apparu comme vraiment réel et déconcertant? Est-ce que vous croisez l'inexplicable parfois sur le terrain? L'inexplicable, je ne sais pas ce que Stéphane Alix appelle l'inexplicable, mais des moments de grand vertige, oui. Mais c'est pas des moments qui me concernent moi, c'est des moments qui concernent autrui. C'est-à-dire que il m'arrive de voir ce que nous disions, un tel exemple de résistance, de grandeur, de capacité à endurer l'innommable, que franchement, mon intelligence peine à comprendre cela. Il y a deux choses que j'arrive pas à comprendre. L'extrême barbarie,
la Shoah, les crimes contre l'humanité, le 7 octobre dans les kibboutz d'Israël. Mon intelligence s'arrête. Là, elle connaît ses limites. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. Comment on peut découper des bébés, comment on peut éventrer une femme enceinte, comment on peut la traîner dans une voiture nue et outrager son corps. Je ne sais pas. C'est inconcevable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête. Mais inversement, je ne sais pas. Par exemple, j'ai écrit autrefois un livre qui s'appelait « Qui a tué Daniel Pearl ?», où j'étais allé au plus près du premier Al-Qaïda. J'avais marché dans les traces d'un journaliste américain décapité par les premiers djihadistes en 2002, 2003. J'avais fait ce livre. Et j'avais rencontré les parents de Daniel Pearl, de ce journaliste américain décapité. Et leur bonté, leur confiance maintenue en l'humain, leur refus de désespérer de l'humanité, là aussi, c'est une expérience limite. J'ai presque du mal à le comprendre. Eh bien, merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Je rappelle que vous avez réalisé le film documentaire L'Ukraine au cœur, diffusé ce mardi 14 novembre en première partie de soirée sur France 2. Bonne journée à toutes et à tous et merci encore d'avoir été. Merci Damien, merci. Merci.